Alors c'est un sujet très important dans le cadre du débat actuel sur la transition énergétique parce que le secteur des bâtiments est le plus gros consommateur d'énergie, 43% devant le transport et les industries. Et par ailleurs, les bâtiments publics sont particulièrement énergétivores parce qu'ils n'ont pas été entretenus comme il fallait, faute de moyens financiers et humains. Et il est temps, si on veut atteindre les objectifs très ambitieux dans lesquels s'est engagée la France, de réduire de 38% d'ici à 2050 les consommations d'énergie, de rénover ces bâtiments publics, il s'agisse à la fois des bâtiments municipaux, mais aussi des bâtiments de l'État, des musées, des écoles, des lycées, d'engager des travaux de rénovation de ces bâtiments, de changer les équipements. Tout ça est très coûteux et il faut absolument trouver des moyens de financer cette rénovation énergétique des bâtiments publics. Alors l'État a un certain nombre d'outils à sa disposition, des outils traditionnels en termes de fiscalité, de subventions, d'incitation. Et moi je m'intéresse plus particulièrement à un outil qui a été proposé dans le cadre d'une directive européenne en 2006 qui s'appelle le contrat de performance énergétique. Alors le contrat de performance énergétique, c'est un contrat qui est un contrat avec obligation de résultat et non pas obligation de moyens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que le prestataire privé qui va se charger de mettre en place les nouveaux équipements, de réaliser des travaux d'isolation et de rénovation sur les bâtiments, s'engage sur les économies d'énergie qu'il va effectivement pouvoir réaliser. Donc c'est à lui de mettre en place les investissements qu'il décide, qu'il juge les plus adaptés. La seule chose qu'on regardera, ce sera les économies en termes de kilowattheures qui seront réalisées à la suite de ces travaux et de l'exploitation des bâtiments. Qu'est-ce que ça implique pour le prestataire? Eh bien ça implique qu'il fasse les bons choix techniques et architecturaux, disons, parce que sa rémunération viendra des économies réalisées sur la facture et surtout, s'il n'atteint pas ses objectifs, il devra verser des pénalités aux propriétaires, en l'occurrence le décideur public, et au contraire, donc ça c'est l'aspect malus, et au contraire, s'il réussit à surperformer, c'est-à-dire à obtenir des économies supérieures à ce qui avait été fixé contractuellement entre le décideur public et le prestataire, eh bien il percevra un bonus. Donc il est véritablement incité à ce que les travaux qu'il réalise, les changements d'équipement qu'il installe, permettent d'obtenir les économies d'énergie visées. En théorie, ce type de contrat devrait être plus efficace dans le cadre de contrats de projets simples et standardisés, alors que là, on s'apprête à utiliser ce type de contrat pour des projets qui sont complexes et pour lesquels il y a un certain nombre de difficultés dans la mise en œuvre du contrat qui peuvent se présenter. Le problème, c'est que ce type de contrat n'est pas adapté à toutes les situations. Pourquoi? Parce que quand on a un contexte dans lequel il y a beaucoup d'incertitudes, dans lequel il est difficile de mesurer les performances effectivement atteintes, et surtout dans le cas des bâtiments publics, la grosse difficulté c'est que les performances vont en partie dépendre de l'utilisation qui vont être faite des bâtiments. Je donne un exemple très simple, on prend une mairie, si les utilisateurs ouvrent les fenêtres en plein hiver alors qu'il fait très froid, parce que tout d'un coup ils ont un peu chaud, et bien forcément la performance énergétique ne va pas être au rendez-vous et ne va pas être atteinte. Et là ça ne dépendra pas du prestataire privé qui aura pu faire tous les travaux qu'il faut, mettre le bon système d'isolation et de chauffage. L'utilisation par les utilisateurs, qui ne correspond pas à ce qui permettrait d'atteindre les performances, fait qu'il n'atteindra pas ses objectifs. Alors, bien évidemment, si on s'arrête à ce que préconise la théorie, c'est la conclusion qu'on pourrait en tirer.
Maintenant, ce contrat a été proposé par des personnes qui connaissent le secteur et qui connaissent les pratiques contractuelles. Il y a bien une raison à ça. Donc ce qu'on a fait dans notre étude, c'est qu'on a décidé de réaliser une étude de terrain sur la base des 9 contrats de performance énergétique qui avaient été signés à la date de juin 2012, pour vérifier si ces contrats donnaient satisfaction et si les performances étaient atteintes. Et de façon surprenante, on va dire, eh bien, on s'aperçoit que les contrats complexes, donc avec des clauses de performance particulièrement difficiles à atteindre, donnent satisfaction à l'acteur public, et que ce n'est pas les contrats les plus simples qui donnent les meilleurs résultats. Donc ce qu'on peut en conclure à ce stade, maintenant il va falloir voir ce qui se passe au fur et à mesure que les contrats évoluent et que l'exploitation des bâtiments rentre dans une phase de croisière, c'est que les premiers résultats observés sont encourageants, ce qui devrait inciter d'autres acteurs publics à se lancer dans ce type de contrat, alors que pour le moment on observe un vrai retard dans la signature de ce type de contrat par les acteurs publics. Par rapport à l'agenda politique qui avait été fixé dans le Grenelle, dans les lois du Grenelle 1 et 2 en 2009-2010, où on pouvait s'attendre avec un fort soutien politique que les acteurs publics se lancent dans ce type de démarche. Alors bien évidemment, entre-temps, la crise et les contraintes financières très fortes auxquelles se heurtent les acteurs publics locaux et bien évidemment l'État ont fait qu'on accuse aujourd'hui un retard et que les objectifs fixés de réduction de 38% des consommations d'énergie dans les bâtiments d'ici 2020 ne sera certainement pas atteint.